Donc on va accueillir maintenant Sébastien Rouault de l'Institut GFK qui va, je crois, vous apprendre des choses. Je suis certain qu'il va vous apprendre des choses sur le comportement des acheteurs de livres sur les dernières années. Je crois qu'on a effectivement beaucoup à méditer sur les éléments qu'il va nous communiquer, car de cela doit découler notre stratégie à tous pour les années à venir. Sébastien, c'est à vous. Merci. Merci Mathieu. Tout d'abord, je vous remercie tous de votre invitation pour présenter ces chiffres. Alors c'est vrai que mon métier est basé sur des chiffres, donc on en manipule toute la journée. Mon objectif pour autant n'est pas de vous écraser de graphiques et de statistiques, surtout un dimanche matin, mais plutôt à partir de ces chiffres, de vous donner des bilans et des pistes d'éclairage et des pistes pour les années à venir, basées donc sur des données. Donc tout d'abord, un petit point rapide de méthodologie. Chez GFK, nous utilisons deux outils principaux qui m'ont permis de construire cette présentation. Donc d'un côté, le panel distributeur. Donc là, on a un échantillon de 5000 points de vente représentatifs du marché français qui nous fournissent leurs données sorties caisse chaque semaine et qui nous permet de savoir ce qui s'est vendu au fil des semaines. Et l'autre outil qui est plus récent, qui lui date d'il y a 3 ans, alors que le panel distributeur, c'est maintenant quasiment 15 ans d'historique. Le panel consommateur, lui, a été créé il y a 3 ans et nous avons 15 000 personnes qui, chaque mois, nous renseignent leurs achats qu'ils peuvent faire sur l'ensemble des marchés des biens culturels. Donc à la fois le livre, la vidéo, le jeu vidéo et la musique, et également leur consommation en termes de cinéma. Et donc ce panel consommateur nous permet de savoir ce que les consommateurs ont acheté, mais également où est-ce qu'ils l'ont acheté et pourquoi aussi leur motivation. Donc on est plus sur une analyse de comportement d'achat, et l'ensemble de ces données nous permet de suivre le marché du livre au sens le plus large, puisque à la fois on va suivre le livre physique neuf, mais également le livre d'occasion et les livres numériques. Donc tout d'abord, commençons par dresser un peu l'environnement dans lequel nous avons tous évolué, et vous, notamment libraires, depuis une dizaine d'années, avec un environnement qui a été énormément en mutation. Et voici une première frise, donc qui date de 2003 jusqu'à 2016, avec un certain nombre de marqueurs pour montrer à quel point cet environnement, notamment technologique, a fortement évolué. Donc on le voit en 2003, la démocratisation de l'ADSL, ce qui a permis le départ du boom du e-commerce notamment. Ensuite, un certain nombre d'évolutions et de réseaux sociaux qui se sont développés. Donc là aussi, des consommateurs qui s'informent, communiquent de manière complètement différente depuis une dizaine d'années. Et une année très importante, 2 années très importantes, c'est notamment 2007, avec l'apparition, donc il y a tout juste 10 ans, du premier smartphone, donc l'iPhone, le Kindle lancé aux États-Unis par Amazon, et en 2010, la tablette, l'iPad. Et ça aussi, ce sont des nouveaux appareils qui sont entrés très vite, on le verra tout à l'heure, dans les foyers et dans nos poches, et notamment le smartphone. On est vraiment un appareil qui est devenu quasiment indispensable à notre quotidien. En tous les cas, pour les jeunes générations, c'est le cas. Et la part des internautes en France, elle aussi, a beaucoup évolué, et ça de manière très très rapide. En 2007, nous avions 62% des Français qui étaient des internautes. Nous sommes arrivés en 2016 à un taux de 82%. Alors ce 82%, il recouvre des réalités différentes. Nous avons notamment les 12-39 ans qui sont complètement connectés. Donc c'est vrai que là, on a une génération, il y a certaines générations qui sont nées vraiment avec Internet et qui grandissent avec. Donc là, on a une connexion à 100%, quand des générations plus anciennes, les 70 ans et plus, eux sont moins internautes, mais c'est quand même quasiment la moitié de cette population. Donc là aussi, forcément, l'arrivée massive d'Internet dans les foyers a modifié chacun de nos comportements. Les foyers aussi, les foyers français se sont énormément équipés au cours des 10 dernières années en différents matériels mobiles qui permettent d'accéder à des contenus de plus en plus larges. Alors il y a un taux d'équipement ici en lecteur DVD, Blu-ray. Là, on est sur des choses qui sont quand même assez classiques. La Smart TV, donc la Smart TV, c'est la télévision intelligente qui permet de se connecter notamment non seulement à la télévision, mais aussi à Internet pour accéder à d'autres contenus. Les consoles de jeux vidéo aussi. Le marché du jeu vidéo connaît un boom assez extraordinaire depuis une dizaine d'années. Forcément, ça vient aussi dans les pratiques, et notamment chez les jeunes, prendre du temps sur d'autres pratiques. Le PC portable, donc 52% des foyers. Si on raisonne l'ensemble des ordinateurs, on est même sur 80% des foyers qui sont équipés d'ordinateurs. Et les deux éléments dont je parlais tout à l'heure, les plus importants, c'est sans doute les tablettes et les smartphones qui sont vraiment des vraies révolutions
Avec les tablettes, c'est 43% des foyers français qui sont équipés d'une tablette. Et les smartphones, le 73%, ce n'est pas les foyers, ce sont les Français. Et même si on prend l'ensemble des smartphones disponibles en France, puisqu'il y a de multi-équipements, on pourrait dire que tous les Français ont un smartphone dans leur poche. Et ces deux supports mobiles sont vraiment essentiels. Vous avez ici une photo. Je pense que si on avait pris cette même photo il y a une dizaine d'années dans les transports en commun, on aurait plutôt vu deux personnes en train de lire soit de la presse, soit un livre. Or, ces nouveaux supports mobiles ont permis une mobilité et de permettre à des contenus qui d'habitude étaient plutôt centrés au foyer de circuler. Donc là, on parle de musique, de jeux, également de vidéos. Donc c'est vrai que alors que les transports en commun étaient un peu un sanctuaire pour la lecture, petit à petit, ils ont vu de nouveaux concurrents arriver dans le métro, le tram et autres. Et l'autre chose très importante que permettent ces appareils mobiles, c'est ce qu'on appelle le m-commerce. Donc le m-commerce, c'est l'achat e-commerce, mais en mobilité à travers ces appareils. Et donc le m-commerce, si on regarde les chiffres de l'année dernière sur l'ensemble du e-commerce en France, sur un 100% d'achats faits en ligne, 28% ont été faits à travers ces appareils mobiles, donc en fin d'année. Et c'est une croissance de 30% en 2015, et on était déjà en 2014 sur une croissance de 25%. Donc là aussi, des usages en mobilité qui bouleversent nos quotidiens. Donc on n'est pas encore sur la totalité, mais forcément, ce sont des tendances qui vont s'amplifier, notamment avec les nouvelles générations qui, encore une fois, ont quasiment le smartphone greffé à leurs mains. Et ça a un impact aussi sur nos pratiques. Là, vous avez ici les chiffres des pratiques hebdomadaires des moyennes des Français, donc sur la musique et la vidéo. Alors la vidéo, c'est hors télévision. Et vous voyez, entre 2011 et 2013, on avait une certaine stabilité en termes de volume horaire passé, et ça a vraiment explosé depuis plusieurs années, à la fois sur la musique et sur la vidéo. On n'a pas des périodes aussi longues pour la lecture, mais si on met en regard donc les 7h30 notamment passées à écouter de la musique, ou les 4 heures, plus de 4 heures passées à regarder de la vidéo, on voit que sur le livre, on est sur une moyenne d'un peu plus de 3 heures de lecture. Mais forcément, il y a de nouveaux usages qui se sont développés, et le temps, on le sait tous, on a tous le sentiment de courir après le temps. Or, les journées continuent à ne faire que 24 heures. Donc c'est vrai que cette notion de temps, elle est très importante, et on entend de plus en plus parler d'économie de l'attention. Et le temps, si on prend ce terme d'économie de l'attention, la dernière enquête menée par le CNL sur la lecture, cette question, pour quelles raisons ne lisez-vous pas plus de livres? Les Français, à 71%, répondent par manque de temps. Donc c'est vrai que dans nos pratiques, et vous devez le voir avec vos clients, cette notion d'être disponible pour pouvoir lire est extrêmement importante, mais c'est un temps qui est vraiment concurrencé par beaucoup de pratiques. Et il y a une étude menée par un laboratoire scientifique américain qui a publié il y a quelque temps une étude très intéressante sur cette notion d'attention, l'attention soutenue et l'attention intensive. Avec, sur des périodes longues, on voit que l'attention soutenue, en 98, on parlait de 12 minutes, on est passé en 2016 à 5 minutes. Donc là aussi, il y a un contexte qui est complètement différent. Il suffit de parler aussi avec des professeurs, des enseignants pour dire à quel point les niveaux de concentration ont beaucoup évolué à la baisse sur les 10 dernières années. Et l'attention intensive, on est passé de 12 secondes à 8 secondes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients, les lecteurs ne sont plus les mêmes que ceux qu'il y a 10 ans. On a vraiment et cette économie de l'attention doit être au centre des préoccupations de nos métiers. Alors c'est dans cet environnement en mutation, forcément il a eu un impact sur le marché des biens culturels. Donc le marché des biens culturels, je vous rappelle, le livre, la musique, le jeu vidéo et la vidéo. Et si on regarde sur une période longue, on voit que c'est un marché à la fois numérique et physique qui a beaucoup perdu en valeur, moins 15% entre 2004 et 2014. Alors c'est surtout le marché de la vidéo et de la musique qui ont dévissé dans cet ensemble. Le marché du livre, vous le savez, lui est quand même relativement stable. Néanmoins, depuis 2015, on voit une petite croissance, un regain de croissance sur l'ensemble de ces marchés des biens culturels, mais la croissance, elle est surtout générée par la dimension numérique des marchés. Donc vous voyez, en 2007, le numérique représentait 3% des marchés des biens culturels. On est passé à plus d'un quart en 2016. Pour le marché du livre, ce n'est pas le premier qui soit concerné. Le marché du livre, on parle de 3% du numérique. Mais vous le voyez clairement, la croissance aujourd'hui, elle vient avant tout de cette dimension numérique des différents marchés. Alors le marché du livre, dans cet environnement,
Là, nous sommes ici sur les marchés que physiques. On voit que le marché du livre a eu tendance, son poids a été renforcé. On parle de l'année dernière de 57% du chiffre d'affaires réalisé par le marché du livre. Donc le poids s'est renforcé, notamment parce que le marché du livre a été stable, mais c'est surtout les autres marchés. Vous voyez vraiment les écarts entre la vidéo et la musique. Ces deux marchés, avec tout ce qui s'est passé, la dématérialisation, la piraterie, ce sont des marchés qui ont perdu 60% de leur valeur. Donc c'est vrai que le marché du livre, lui, a su préserver sa valeur au fil des 10 dernières années. Alors, souvent, le marché du livre est synonyme de stabilité. Quelques indicateurs qui le prouvent. Et notamment, si on regarde le marché, si on décompose le marché à travers ses formats, on voit ces chiffres 72, 22, 6 sont, si on prend, c'est quasiment identique à ceux qui avaient 10 ans. Donc on a des formats qui sont restés assez équivalents en termes de part de chiffre d'affaires. Il n'y a que la partie beau livre qui a quand même perdu depuis 2010, à la fois perdu en termes de quantité vendue, mais également un prix moyen qui a eu tendance à baisser. Autre indicateur où on voit vraiment quelque chose de très linéaire, c'est la décomposition du marché entre la nouveauté, le fonds récent et le fonds ancien. On voit que la nouveauté, au fil des ans, a eu tendance à prendre un petit peu plus de poids dans le chiffre d'affaires. Par contre, le fonds ancien, lui, vous voyez, est très très stable, autour de 20%, et c'est aussi une des forces du marché du livre, c'est de pouvoir s'appuyer sur un socle solide qui représente 20% du chiffre d'affaires. Et ce fonds ancien, il va être différent selon les circuits de distribution. Par exemple, si on regarde la GSA, ça représente 13% de son chiffre d'affaires. Les librairies, le fonds ancien, c'est 21%, 18% pour les GSS culturels. Et Internet, c'est une des spécificités de ce circuit, c'est cette capacité à vendre de plus en plus du fonds ancien. Et donc c'est pour ça que ça représente 35% de son chiffre d'affaires, et ça quasiment depuis le début des sites de e-commerce. Et l'année dernière, si on regarde les évolutions en termes de chiffre d'affaires par circuit de distribution, on voit que c'est une baisse sur les GSA et les librairies, une stabilité sur les GSS, par contre encore une croissance très forte d'Internet. Et c'est vrai que quand le fonds ancien disparaît des magasins physiques, il continue à se vendre, et généralement quand il continue à se vendre, c'est sur Internet. Et quand on parle Internet, c'est essentiellement des grands sites type Amazon et Fnac.com. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un point, mais ça vous le savez, c'est le fonds ancien, c'est quelque chose de très important, c'est dans l'ADN des librairies, mais c'est quelque chose qui est parfois très difficile à travailler sur le long terme. Il faut avoir des outils, mais c'est vrai qu'Internet a capté ces dernières années une partie du fonds ancien, notamment sur tous les fonds savoir. Autre façon de regarder le marché, c'est de les décomposer par strates de vente. En bas de la pyramide, les titres vendus entre 1 et 50 exemplaires, et en haut, les hyperbest vendus à plus de 100 000 exemplaires. Et là aussi, si on regarde depuis plusieurs années, ce qu'on constate, c'est vraiment une structure qui est extrêmement stable, avec au cœur du marché ces titres vendus entre 1000 et 10 000 exemplaires, qui représentent 43% du chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que des fois, on a tendance à se beaucoup focaliser, notamment à travers les tops des ventes, sur le haut du top, mais la réalité du marché, elle se passe plutôt dans les strates inférieures, qui elles aussi, en termes de travail, sont parfois beaucoup plus difficiles à suivre. Par contre, il y a eu une évolution très très forte au cours des 10 dernières années. Vous avez ici le nombre de références vendues sur le marché du livre. Donc en 2007, sur l'ensemble du marché du livre, on parlait de 485 000 références. On est passé l'année dernière à 722 000 références. On voit la même courbe, la même croissance pour les librairies. Donc c'est vrai que ça, c'est un marché du livre. Il a dû aussi, pour maintenir son chiffre d'affaires, sur les 10 dernières années, ça a nécessité de plus en plus de manipuler de plus en plus de références. Donc en termes de métier pour vous, on le voit très, très clairement ici, vous avez eu à manipuler un nombre de références en forte croissance, donc tout ce que ça implique dans votre métier de connaissance, de gestion, de logistique. Donc là aussi, le métier qui s'est sans doute intensifié pour pouvoir traiter toutes ces références. Et ça va être, cet indicateur va être très intéressant à suivre dans le temps, puisqu'on parle de plus en plus maintenant d'impression à la demande. Donc on va voir dans quelle mesure ces outils d'impression à la demande vont faire augmenter le nombre de références vendues. Alors, aucun des circuits ne vend la totalité des références, mais si on regarde, vous voyez ici, depuis longtemps, Internet est le premier circuit en termes de vente de références. Donc 80% des références, des 722 000 références ont été vendues en 2016 sur le circuit Internet. Mais les librairies, depuis plusieurs années, conservent fermement leur seconde place. Donc 72% des références du marché vendues en librairie.
Alors, ici, on va maintenant aborder le marché à travers le panel consommateur, donc sur sa vision la plus large, c'est-à-dire livre neuf, occasion et numérique, pour voir comment les différents marchés se sont décomposés. Alors, le panel consommateur, on a un historique qui est plus court, de 3 ans, mais on a quand même quelques éclairages intéressants à voir. Donc, le livre neuf, on est sur un marché depuis 3 ans en volume, on est plutôt sur une baisse, quand le livre d'occasion et le livre numérique sont plutôt en croissance. Donc il y a forcément des effets de cannibalisation entre du livre d'occasion et du numérique sur le livre neuf, mais ça n'empêche que le livre neuf reste le plus gros marché. Ça représente 84% des volumes achetés en 2016. Donc ça reste le livre physique neuf, le cœur du marché, et ça va encore le rester longtemps, puisque même si l'occasion représente 13% et le livre numérique 3%, les croissances ne permettent pas de rattraper le livre neuf aujourd'hui. Intéressons-nous maintenant aux acheteurs en les décomposant entre petits, moyens et gros acheteurs en fonction de leur nombre de livres achetés par an. Vous avez ici la catégorie des petits acheteurs, donc on parle là de 1 à 4 livres achetés par an. Donc sur 3 ans, on voit qu'on est grosso modo sur une stabilité, et ces acheteurs représentent 45% des acheteurs du marché du livre. Les moyens acheteurs, on est là sur une baisse depuis 3 ans. On est sur quasiment un peu plus de 7 millions d'acheteurs, et ils représentent 26% des acheteurs globaux. Et les gros acheteurs, là on parle de 8 millions de personnes, on a plutôt une petite tendance à la baisse, et ça représente 29%. Alors il y a forcément des effets de transfert, et ça va souvent du gros acheteur vers moyens acheteurs, vers petits acheteurs, et ensuite des personnes, des consommateurs qui sortent du marché. Mais là, on a les indicateurs. Il y a un autre qui est encore plus intéressant à souligner, c'est de regarder et de voir que ces 29% de gros acheteurs, ils représentent 73% des achats en 2016 des volumes. Donc on est quasiment sur cette loi du 20-80. C'est vraiment un indicateur important, et c'est notamment ce type d'indicateur qu'il faut pouvoir suivre dans vos librairies pour savoir quels sont mes consommateurs, non seulement ce qu'ils aiment, mais quelle est leur consommation, pour pouvoir mener ensuite les opérations commerciales de communication auprès de ces clientèles, et de prioriser justement vos démarches auprès des clients. Parce qu'après, on voit que les moyens acheteurs et les petits acheteurs représentent 18 et 9% des achats. Donc forcément, on ne va pas s'adresser de la même façon à ces différentes catégories d'acheteurs, et on ne va pas mener les mêmes actions de communication et commerciale en fonction de ces objectifs. Et si on regarde toujours la consommation de ces petits, moyens et gros acheteurs, on voit que petits et moyens acheteurs, ils ont quasiment le même type de consommation. Ils consomment entre 88 et 89% de livres neufs, 8-9% de livres d'occasion et 3% de livres numériques. Ceux qui se distinguent, ce sont vraiment les gros acheteurs. On s'aperçoit que les gros acheteurs sont aussi les plus gros acheteurs de livres d'occasion, puisque ça représente 15% de leurs achats. Par contre, le livre numérique, également 3%, comme les autres catégories. Donc c'est vrai que le livre d'occasion a pu faire fantasmer, faire peur en disant c'est un développement. C'est vrai qu'avec Internet, il s'est énormément développé, et ces dernières années avec les marketplaces. Mais c'est vrai que le livre d'occasion va toucher tout d'abord les gros acheteurs de livres. Alors quittons maintenant les consommateurs, on va revenir sur le segment du marché. Donc là, que les livres physiques neufs, avec une période plus longue que sur le panel distributeur. Vous avez ici les différents segments de marché, les différents genres tels qu'on peut les suivre dans notre base de données. Ce qu'il est à noter, c'est que l'ensemble BD manga et les livres jeunesse sont les 2 segments de marché qui, au cours des 10 dernières années, ont le plus évolué. A contrario, il y a beaucoup de genres liés au savoir qui ont baissé. Et si on regarde le marché par grande masse, ce qu'on peut dire, c'est que le marché a eu tendance à se polariser sur la fiction au cours des 10 dernières années, donc fiction à la fois adulte et jeunesse. Ça s'est fait au détriment du savoir, tout ce qui est sciences humaines, notamment histoire, a plutôt tendance à baisser, et l'ensemble du pratique, lui, à être stable. Et on peut expliquer notamment des baisses de certains segments à travers la concurrence venue des usages liés à Internet. Vous avez ici, et nous sommes, je pense, beaucoup dans la salle, à être utilisateurs de Google Maps, de Google Traduction, des tutoriels, des blogs autour des loisirs créatifs ou du bricolage. Aujourd'hui, quand on cherche une définition, on a tendance plus à aller sur Wikipédia qu'ouvrir un dictionnaire ou une encyclopédie. Et petit à petit, tous ces nouveaux usages sont venus aussi concurrencer les ventes de certains livres. Donc vous avez ici quelques exemples. On parle de plans de ville, des guides touristiques, des dictionnaires bilingues. Et vous voyez, sur 10 ans, leur chiffre d'affaires
a baissé et c'était aussi des segments qui étaient importants dans les librairies. Donc petit à petit, on a eu une érosion de ces types de ventes. Autre exemple, tout à l'heure, on a vu que le marché du livre numérique représente dans sa partie payante que 3% du marché. Néanmoins, il y a toute une offre de lecture numérique gratuite légale qui est importante. Et l'année dernière, 17% des Français ont déclaré avoir lu un livre numérique gratuit. Et il y a notamment toute une offre de classiques disponibles légalement. Donc Dumas, Balzac, Zola sont disponibles en lecture numérique gratuite. Et quand on regarde les ventes en millions d'exemplaires depuis 2010 de l'offre de fiction classique, à la fois en grand format mais surtout en poche, on voit qu'on est passé de 4 millions à 2,8 millions. Donc là aussi, c'est une érosion et sans doute une concurrence, ce n'est pas la seule forcément, mais la lecture numérique gratuite a pu venir concurrencer cette offre papier. Heureusement, il y a d'autres segments qui sont venus dynamiser le marché. Il y a quelques exemples, notamment tout ce qui est roman adolescent, où on a vu vraiment un boom. Il y avait eu le boom il y a plusieurs années maintenant d'Harry Potter, mais il y a eu ensuite Twilight, Hunger Games, souvent des phénomènes liés à des événements cinématographiques. Donc c'est vrai que ça a été on a vu vraiment des phénomènes qui ont été extrêmement importants, qui ont permis aussi de faire lire beaucoup d'adolescents. Alors quand on parle de romans adolescents, quand on analyse les acheteurs et les lecteurs de ces livres, on s'aperçoit qu'on touche aussi largement des trentenaires et des quarantenaires. Donc c'est vraiment un genre qui s'est énormément développé, avec une difficulté pour la librairie sur ce genre de titre, c'est qu'en face de vous, vous avez des GSS culturels qui ont vraiment les moyens d'événementialiser les sorties de ces ouvrages, et notamment à travers tout leur réseau. Parfois, c'est vrai que pour vous, libraires, c'est plus difficile d'avoir cette portée nationale pour des ventes, et pourtant, c'est vraiment ce genre de livre qui permet de créer la fréquentation dans les points de vente. Autre segment, là on change de genre, mais c'est tout cet ensemble de la pensée positive, du développement personnel, on parle de plus en plus d'épanouissement personnel. Donc tout cet ensemble de livres, alors qui est en plus transgenre, puisqu'on va parler du développement personnel classique, mais on va le trouver aussi en psychologie, également en jeunesse, en littérature. Maintenant, on parle de plus en plus de feel-good books. Donc là aussi, c'est une tendance qui est assez forte depuis plusieurs années, qui se développe et qui apporte du plus au marché. Avec tout à l'heure, je parlais de fonds anciens. Là, on a plusieurs exemples de titres de fonds anciens qui ont tendance à se vendre de mieux en mieux depuis plusieurs années. Et enfin, autre exemple, il y a quelques mois, Le Monde titrait un article sur la BD en parlant d'empire grandissant de la BD, pour marquer à quel point la BD avait évolué ces dernières années, notamment à travers des formats comme le roman graphique, mais avec cette capacité de la BD à aussi embrasser des thèmes assez larges, de plus en plus sur l'histoire, la société, la non-fiction. Et vous avez ici quelques exemples de collections. Et là, ce qui est important de noter, c'est le 61% de part de marché des librairies. Donc, vous, libraires, vous avez réussi à prendre ce tournant de la BD, et notamment sans doute parce qu'il y a une proximité de clientèle entre les clientèles de littérature générale et cette nouvelle forme de BD. Et là aussi, un vrai dynamisme apporté par ce genre au marché du livre. Alors, dans cet environnement, les réseaux de distribution ont été également en évolution. Et si on regarde justement la structure de chiffre d'affaires des différents circuits de distribution. Donc, vous avez ici la librairie, donc sur trois périodes. Et là, j'ai pris les principaux segments qui structurent le chiffre d'affaires, qui font le chiffre d'affaires des librairies. On voit que la littérature générale et la jeunesse restent les deux segments majeurs. Ce qu'on voit, c'est la baisse des sciences humaines. C'était 15%, on est passé à 12% en 2016. Et le développement dont on vient de parler, le développement de la BD, donc passé, lui, de 10 à 15%. Et le pratique qui est relativement stable. Donc là aussi, dans votre chiffre d'affaires, dans votre activité, forcément, ces changements et ces évolutions des segments et des contenus se retrouvent dans les chiffres d'affaires de vos librairies. Si on regarde les autres circuits de distribution, on voit que la littérature générale, très forte aussi pour les GSS culturels, donc les FNAC, les culturels, les espaces culturels notamment. La bande dessinée également en développement, la jeunesse aussi très fortement. Et là aussi, on constate l'érosion, le recul des sciences humaines, passé de 11 à 8%. Internet, alors Internet, ce qu'on note tout de suite, c'est cette part rouge des sciences humaines et techniques. Même si ça a baissé en termes de valeur absolue, ça a continué à augmenter. C'est vrai que Internet a très vite capté tout le fond, une grosse partie du fond en sciences humaines. La littérature générale est importante. Et la nouveauté depuis 2-3 ans, c'est cette capacité aussi d'Internet à être aussi plus fort maintenant sur toutes les offres jeunesse et BD, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc Internet, de plus en plus, est capable de faire de feu de tout bois sur les différents segments de marché. Donc c'est une concurrence pour vous encore accrue de la part du e-commerce.
Et enfin, la GSA, c'est vraiment là, très atypique, puisque l'offre GSA est très centrée sur la littérature et la jeunesse, qui représentent plus de 60% de leur chiffre d'affaires. Alors, comment évoluer la part de marché des librairies dans cet univers physique? On va d'abord raisonner hors e-commerce. Vous le voyez, une part de marché des librairies qui était de 51% en 2007, elle est passée petit à petit à 47%. Ça n'empêche qu'au sein des réseaux physiques, la librairie reste le premier réseau en France, et de loin par rapport à la concurrence. Mais ce qui est à noter ici, c'est la part rouge des GSS culturels, passée de 28 à 33%. C'est vrai que c'est un parc de magasins qui s'est étoffé, des enseignes qui se sont développées. L'année dernière, c'était une vingtaine de magasins supplémentaires. Il y en aura sans doute à peu près autant cette année. Donc c'est vrai que c'est un parc de magasins étoffé dans des zones, notamment près des centres commerciaux, et qui est venu en concurrence directe avec beaucoup d'entre vous. Ce qu'il est important de voir, c'est que quand même l'année dernière, 88% des acheteurs de livres sont allés dans un réseau physique. Donc ça reste quand même la grande majorité des acheteurs qui fréquentent un réseau physique. Par contre, ça a été par rapport à 2015, on a perdu 1,5 million d'acheteurs sur ces réseaux physiques. Alors pour des raisons différentes, en GSA, c'est vraiment une baisse de la fréquentation, notamment sur tout ce qui est alimentaire. Et donc il y a vraiment une perte sèche de clients sur l'ensemble de leurs produits, et notamment les biens culturels et le livre. GSS, on a à peu près le même phénomène, mais de manière moins marquée. Et pour les librairies, vous, grosso modo, vous avez gardé la même taille de clientèle. Par contre, c'est la fréquence d'achat et le panier d'achat qui ont été moins importants en 2016 par rapport à 2015. Et ce qui est très important quand on a une baisse de fréquentation, c'est qu'on sait que sur les différents marchés, il y a une part des achats qui sont des achats d'impulsion. Donc pour la librairie, on parle de 21% d'achats en impulsion, 25% pour les GSS et 53%, plus de la moitié qui sont faits en GSA, en achat d'impulsion. Et donc forcément, quand il y a une baisse de fréquentation, il y a un effet mécanique, et on peut estimer qu'il y a eu plus de 4 millions de volumes qui n'ont pas été vendus en 2016, tout simplement à cause de cette baisse de fréquentation et cette baisse sur les achats d'impulsion. Vous avez ici un graphe, alors la courbe bleue est forcément impressionnante. Là, ici, on est sur une base 100. Donc, j'ai pris le chiffre d'affaires réalisé en 2006 sur le marché pour chacun des circuits avec une base 100. Donc, forcément, en 2006, Internet n'est pas ce qu'il était. Mais ça n'empêche que cette courbe, elle est très impressionnante. Si on a un marché qui est resté relativement stable, on est à 99 en 2016, des GSA et des librairies qui sont un peu en dessous et les GSS culturels un peu au-dessus. Par contre, Internet, là c'est flagrant, c'est cette croissance extrêmement importante, très rapide. À noter, on avait vu ce palier entre 2013 et 2015, donc on se disait, ça y est, Internet est arrivé sur un plateau, et vous voyez que c'est reparti en 2016. Ça, il y a vraiment eu un effet attentat de novembre 2015, où il y a eu un report des achats des réseaux physiques vers Internet. Et sans doute des acheteurs qui, à cette occasion, soit ont découvert Internet, soit le e-commerce, notamment pour le livre, mais beaucoup aussi ont pris des abonnements de type Amazon Premium, Fnac+, et donc une fois qu'on prend ces abonnements, on reste dans un environnement, dans un écosystème. Donc ils ont réussi aussi à capter et à fidéliser des acheteurs par ce biais-là, mais cet impact des attentats était extrêmement visible et se voit encore dans les croissances en ce début d'année d'Internet. Donc c'est vrai que c'est une concurrence qui s'est ajoutée au fil des années à celle des GSS culturels. Et on voit par le panel consommateur qu'entre 2015 et 2016, ce sont 600 000 acheteurs qui sont venus en plus sur le circuit Internet. Et ces 600 000 acheteurs, ils ont rapporté du chiffre additionnel sur le marché à hauteur de 20%. Par contre, il y a une cannibalisation physique de 80%. Donc ils sont venus prendre des parts de marché et des achats sur les réseaux physiques. Alors les réseaux, ils se concurrencent. C'est vrai que tous les réseaux, on peut les voir quand on est d'un point de vue d'un libraire en termes de concurrence. Par contre, pour les consommateurs, il y a vraiment aussi des réseaux qui se complètent. Alors chaque réseau a ses spécificités. Là, vous avez la part des femmes qui sont... Le marché du livre, c'est avant tout un marché très féminin. On le voit, 60% des consommateurs sont des consommatrices, 59%. Pour la librairie, on est à 57%. Un peu comme Internet. Le circuit le plus féminin, c'est vraiment les grandes surfaces alimentaires. Préméditation d'achat. Tout à l'heure, je parlais des achats spontanés. Là, c'est
Un indicateur extrêmement important, c'est de voir la préméditation d'achat au titre. C'est-à-dire que quand j'ai acheté ce livre, je savais exactement que je voulais acheter ce livre avant même d'entrer dans le point de vente. Donc ce qu'on note, c'est que quasiment un achat sur deux est un achat prémédité au titre. Pour les librairies, c'est même 53%. Et Internet, c'est une vraie spécificité. Quand on va sur Internet, à 78%, les achats sont faits d'avance. Donc là aussi, il y a une spécificité. Ça veut dire qu'il y a encore aussi toute une part du conseil et des achats d'impulsion qui vont venir compléter cette préméditation d'achat au titre. Donc cette préméditation, elle se prépare. Alors soit c'est des commandes clients ou d'autres formes, mais c'est vrai qu'elle peut aussi se préparer en magasin et laisser plus de temps aux clients de découvrir d'autres titres. Et enfin, les achats pour autrui, c'est aussi important. On achète des livres pour soi, mais quasiment une fois sur deux, on achète des livres pour autrui. Donc quelqu'un de sa famille ou des livres à offrir. Le livre est toujours l'objet cadeau de fin d'année privilégié des Français. On voit cette part très importante des achats pour autrui en grande surface alimentaire. Et les acheteurs de librairie, vous le savez, vos acheteurs, ils viennent en librairie, mais ils ont pris l'habitude d'acheter aussi dans d'autres réseaux physiques notamment, mais également au fil des années d'acheter sur les réseaux Internet. À 44%, les acheteurs de librairie achètent aussi en grande surface alimentaire. 60% achètent aussi en GSS culturel, donc là il y a une vraie proximité, une vraie concurrence de ces GSS culturels par rapport aux librairies, et 41% achètent aussi sur Internet. Donc c'est vrai que le consommateur a une offre autour de lui en termes de points de vente et de services, et de plus en plus il a tendance à mixer ses achats et ses lieux d'achat. Donc la question pour vous, c'est de comment réussir à fidéliser mieux et lui proposer du service pour qu'il achète de plus en plus chez vous et uniquement chez vous. Ici, nous regardons les ventes par tranche d'âge, donc par circuit de distribution. Donc on voit que pour l'ensemble des circuits, la tranche la plus importante, c'est les 50 ans et plus. On parle même pour la GSA de 53%, mais la librairie, 44% des dépenses sont faites par les personnes de 50 ans et plus. Ce qu'il est à noter pour la librairie, et ça c'est un point important, c'est que les 10-17 ans sont une partie importante de vos clients aussi. Ça représente 17%, c'est beaucoup plus fort que les autres circuits. Donc là aussi, vous avez cette nouvelle génération, ces nouveaux lecteurs qui sont chez vous. Donc comment réussir à communiquer auprès d'eux, notamment avec les moyens qu'ils utilisent aujourd'hui, et comment les fidéliser pour l'avenir. Important, c'est qu'Internet a réussi à capter une forte part des 30-39 ans. Donc là, c'est vraiment les générations, tout à l'heure, on voyait 100% connectées. Donc là aussi, cette part est plus faible sur les librairies. Donc là aussi, il y a des enjeux par rapport à ces clientèles. Autre façon de regarder, là, c'est en termes d'agglomération. On voit vraiment aussi une concurrence très nette entre les librairies et les GSS culturels. Le gros des dépenses est fait sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et donc on voit 37% pour les librairies, 32% pour les GSS culturels. Alors qu'au contraire, et donc aussi Paris et région parisienne, là aussi il y a une concurrence frontale de l'ordre de 20%. Alors qu'au contraire, grande surface alimentaire et Internet, c'est vraiment sur les agglomérations moins fournies en offres culturelles, donc ou de moins de 2000 habitants. C'est vraiment là que le principal dépenses se font sur ces petites agglomérations. Alors maintenant, si on regarde la part de marché, tout à l'heure, on l'a vu, la part de marché des librairies hors e-commerce. Regardons-la maintenant totale en intégrant le e-commerce. Donc on voit que c'est une part de marché qui a baissé de 47% à 40%, en rajoutant cette concurrence extrêmement vive du e-commerce. Mais ça n'empêche que la librairie reste majeure, essentielle sur beaucoup et première et forte, avec des positions très fortes sur plein de segments de marché. Vous en avez ici quelques exemples, l'histoire, les sciences humaines et techniques, le beaux-arts. Donc c'est vrai que la librairie reste le premier réseau et reste essentielle, notamment en particulier sur ces segments de marché. Et reprenons la pyramide que je vous ai montrée tout à l'heure, donc des strates de vente, en mettant les parts de marché de la librairie sur cette strate de vente. Et ce qu'on note, c'est qu'une part de marché extrêmement forte pour les strates les plus basses. Donc c'est que la librairie est indispensable pour toutes ces ventes et la richesse éditoriale pour ces ventes les plus basses et ces titres qui parfois sont ignorés ou quasiment dans les autres réseaux. Vous avez ici un choix de différents titres. Et ce qui les rassemble, leur point commun,
c'est qu'un quart des nouveautés parues en 2016, pour un quart des nouveautés, les librairies ont représenté au moins 2/3 de leurs ventes. Et tous ces titres ont été vendus au moins, la librairie a au moins une part de marché de 70%. Il y a pour certains titres 85% des ventes qui se sont faites en librairie. Donc encore une fois, les librairies sont indispensables pour assurer la richesse éditoriale qui fait la solidité du marché du livre. Alors pour conclure, quelques mots, j'espère ne pas vous avoir assommé sur ces chiffres. En tous les cas, ce n'était vraiment pas l'objectif, c'était de vous apporter des éclairages sur ce qui s'est passé, mais également vous apporter des éclairages et des pistes de réflexion pour les 10 années à venir. Et ça, tout à l'heure, Xavier Moni et Maya Flandin, après la pause, vous en parleront beaucoup mieux que moi. Je vous remercie de votre attention.